premier assis. Voilà. Voilà. Cela dit, je suis très content que cette conférence, donc, qui s'inscrit dans un cycle organisé en partenariat avec le mensuel Lyon Capital. Lyon Capital de quoi? Donc que cette conférence ait un tel succès. Et d'ailleurs, la plupart des conférences qu'on a organisées dans le cadre de ce cycle ont eu un succès assez important. On en est content. La prochaine, d'ailleurs, est sur un sujet un petit peu différent. Quand est-ce qu'elle a lieu, Sonia, déjà, la prochaine? 8 avril. Donc, si le cœur vous en dit, revenez pour cette prochaine conférence. Mais je ne sais pas si vous êtes exactement dans la cible. C'est Lyon, capitale du hip-hop. Voilà. Alors, ça, je vois que ça fait réagir dans la salle. Alors pourquoi on choisit des thèmes qui peuvent paraître assez décalés? Parce que vous avez bien compris que le sujet Lyon, capitale de la franc-maçonnerie, dans le cycle déjà, il s'inscrit avec un point d'interrogation. À chaque fois, notre souhait était de traiter de sujets peut-être un petit peu à la marge de la grande histoire lyonnaise, pour évoquer ce titre de capitale qui revient fréquemment dans la bouche des Lyonnais. Hein, vous savez, Lyon capitale de toutes sortes de choses. Et donc, on a choisi pour notre cycle de conférences des sujets un peu inattendus, parce qu'on aurait pu aussi bien faire des choses sur la soie, sur les Gaules, etc., qui sont évidemment des sujets très rebattus. Donc là, notre choix, ça a été notamment, et grâce au partenariat avec l'IDERM, que je remercie très vivement de sa contribution, puisque c'est grâce à vous que nous avons pu réunir un panel d'intervenants assez large. Donc, ce soir, nous avons donc choisi de parler de la franc-maçonnerie, puisque c'est un sujet à la fois un peu décalé et en même temps quand même très présent dans la vie lyonnaise. Et donc, nous sommes heureux que vous soyez si nombreux pour pouvoir écouter nos intervenants et en débattre si vous le souhaitez. Voilà, mais je ne vais pas être plus long et je vais laisser la parole à Didier Bouillot qui va animer la soirée en le remerciant. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Fèvre-Darcier, donc directeur des archives municipales, et qui nous accueille ce soir comme vous nous accueillez très régulièrement pour les conférences de l'IDERM. Et c'est un partenariat qui est très fructueux, comme le démontre votre présence aujourd'hui. Alors, Lyon, capitale de la franc-maçonnerie, quand vous m'avez proposé ce thème, je me suis dit, oula, comment allons-nous aborder cette question? Et bien que nous soyons institut d'études et de recherche et que nous ayons une certaine connaissance de l'histoire de la franc-maçonnerie, eh bien, plutôt qu'une conférence cathédrale descendante, comme on dit aujourd'hui, nous avons opté pour une conférence chorale. Donc, 7 intervenants vont se succéder, répondre à mes questions, puis répondre aux vôtres, pour aborder ces histoires, ces portraits, ces aspects de la franc-maçonnerie qui font l'histoire de la franc-maçonnerie depuis 1735, je crois, à Lyon. 1717 si on compte à Londres, mais 1735-1740 à Lyon. Je vais donc appeler à la table dans un premier temps Jeanne Reynaud pour le droit humain, Pascal Bergeot pour la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, et Didier Bouyol pour la Grande Loge de France. Si vous voulez bien venir dans un premier temps, voilà. On va passer ce micro, installez-vous, je vous en prie. Et
Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est un document donc, qui a été mis en exergue par les archives municipales, c'est le choix, qui fait partie de ces archives que conserve une institution comme les archives municipales de Lyon. Il y en a d'autres ailleurs, on pourra y revenir, mais ce document, c'est une invitation à une tenue, une réunion de francs-maçons, une tenue qui se fait à l'orient de Lyon, c'est-à-dire à Lyon, dans la ville de Lyon. Et l'an de la Grande Lumière, le 9 avril 5779, et la loge s'appelle « Les parfaits amis de la vertu ». Alors, 1779, on est en plein XVIIIe siècle, et s'il y a une figure à Lyon qui marque le XVIIIe siècle, c'est Jean-Baptiste Villermoz. Et Pascal Bergeot, Jean-Baptiste Villermoz, c'est un petit peu je dirais la figure tutélaire de ton obédience. On va pouvoir se tutoyer. Et donc, Jean-Baptiste de Villermoz, il crée, il est la figure marquante du XVIIIe siècle à Lyon. Donc, est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer qui il était? Oui, je vais essayer de présenter en quelques mots Jean-Baptiste Villermoz, qui est une grande figure de la franc-maçonnerie à Lyon. J'allais presque dire la grande figure de la franc-maçonnerie à Lyon, même si c'est un personnage qui est parfois un peu énigmatique. Alors, comme l'a dit Didier, la maçonnerie est arrivée à Lyon. On ne sait pas très exactement. C'est, moi, je dirais 1739 à peu près. Parce qu'on est sûr qu'en 1739, il devait y avoir 3 loges à Lyon. C'est un peu la raison pour laquelle on parle de cette date, mais il est possible que ce soit 1735. Jean-Baptiste de Villermoz est un Lyonnais d'une famille un peu nombreuse. Il était le deuxième d'une famille de 13 enfants. Il est né en 1730 et il est rentré en franc-maçonnerie en 1750. Donc c'est assez tôt. Enfin, à l'aune de ce qui est pratiqué aujourd'hui, c'est assez précoce. Il avait 20 ans. D'autant qu'il est devenu vénérable maître de sa loge, c'est-à-dire président de la loge, en 1753, c'est-à-dire à l'âge de 23 ans. Alors Jean-Baptiste Villermoz était d'une famille assez pratiquante, chrétienne. À l'époque, la maçonnerie est née dans un monde chrétien, hein, c'est comme ça. Et sa famille était plutôt chrétienne, pratiquante. Il a été à l'école de la Trinité et il avait un oncle prêtre. Ça explique un petit peu la suite de ce que je vais vous dire. Donc, né en 1730, il est mort en 1824, c'est-à-dire qu'il a vécu 94 ans. Il a donc beaucoup pratiqué la maçonnerie, mais dès le départ, il a trouvé... la maçonnerie était assez buissonnante au départ. Je ne sais pas si vous le savez, mais de 2 grades symboliques, il y en a eu 3, et puis très vite, il y a eu un aspect légendaire, mythologique qui s'est développé avec ce qu'on appelle les hauts grades. Et Jean-Baptiste Villermoz était très intéressé par tout ça. Il s'est beaucoup intéressé au mysticisme, à la théurgie, et il disait lui-même qu'il essayait de rentrer en contact avec les esprits. Donc la maçonnerie avait peut-être cette vertu. Enfin, personnellement, j'ai un peu échoué dans ce domaine, mais en tout cas, c'était ce qui l'intéressait. Donc il est rentré très tôt. Il a été vénérable très tôt parce qu'il y avait très peu de loges à Lyon. Il y en a dont on connaît les noms. Il y avait la Parfaite Amitié, par exemple, qui est une loge qui existe toujours aujourd'hui. Et donc vénérable à l'âge de 23 ans. À partir de ce moment, il n'a pas été en opposition, mais il a considéré que le siècle des Lumières était un peu trop philosophe à son goût. Et il a... j'allais dire, passé son temps, enfin, il a employé beaucoup d'énergie à fabriquer un rite
parce qu'en maçonnerie, il y a des rites, il y en a plusieurs aujourd'hui. À l'époque, il n'y en avait qu'un, qu'on appelait le rite, ça s'écrivait R-I-T d'ailleurs, c'était l'orthographe de l'époque. Et il voulait, lui, qu'on parle de religion, et que la religion, c'était pas un gros mot, et qu'on devait avoir un esprit ouvert. Alors, c'est un personnage un peu complexe, parce que, à l'arrivée de la Révolution, lui, il a été partisan de la constitution civile du clergé. Donc, une famille chrétienne, catholique, la maçonnerie qui l'oriente un peu vers la religion, mais malgré tout, il a été en but avec beaucoup de ses frères pour cette raison, parce qu'il était pour la constitution civile du clergé au moment de la Révolution. Alors il a beaucoup travaillé sur des rites qui ont évolué au fil de ses rencontres. Il a rencontré par exemple un personnage qui s'appelle Martinez de Pasquali, qui l'a beaucoup influencé et avec lequel il a beaucoup échangé. Martinez de Pasquali était un personnage un peu étrange qui a écrit un livre qui s'appelle Le traité de la réintégration. C'était le traité de la réintégration des âmes et des êtres. Donc c'était quelque chose d'assez particulier. Et puis Martinez de Pasquali est parti à Saint-Domingue, Villermoz a travaillé sur d'autres choses. Il a fait beaucoup de rencontres. À l'époque, le siècle des Lumières était très observateur. Il y a eu, rappelez-vous, le système de Mesmer, la machine de Mesmer, où on plongeait les gens dans un bain d'eau avec du magnétisme pour leur faire découvrir des choses absolument incroyables. Et Villermoz était au bord du baquet en train de noter tout ce que révélait une demoiselle Rochette, par exemple, à l'époque de la machine de Mesmer. Il s'est intéressé également à d'autres choses. Il s'est intéressé à la stricte observance templière. Et il a développé des relations avec la stricte observance templière en faisant des convents. On pourra parler du convent des Gaules qui s'est passé en 1778 à Lyon, et puis le convent de Wilhelmsbad en Allemagne en 1782. Alors je vais un petit peu vite. C'est à l'occasion de ce congrès de Wilhelmsbad qu'il crée le rite écossais rectifié. Alors, il développe le rite écossais rectifié autour de son groupe de maçons à Lyon. Il avait essayé de faire ce qu'on appelle une mère-loge à Lyon dès 1762. Et puis en 1774, il a conçu ce rite écossais rectifié qui a évolué et qui a été codifié à peu près en 1782 au convent de Wilhelmsbad, effectivement. Ce rite est encore pratiqué par les loges ou par des loges de différentes obédiences ? Alors, le rite écossais rectifié est un rite parmi d'autres qui est l'œuvre de Jean-Baptiste Villermoz. Il a disparu à la Révolution, parce que la Révolution a beaucoup fait disparaître la franc-maçonnerie. Lyon en a souffert pas mal. Il y avait 2 temples à Lyon qui étaient des temples magnifiques au Brotteaux, qui ont été détruits tous les 2 par les armées de la Convention. Après la Révolution, le rite écossais rectifié a encore été pratiqué un peu, et il a disparu en France, en tout cas, à peu près à la Restauration. En 1715, la maçonnerie était mal vue par un roi très catholique. Les francs-maçons sont excommuniés, en principe, c'est comme ça. Et le rite écossais rectifié a disparu de France. Il a été sauvegardé à Genève par un petit nombre de frères, et puis il a été réactivé à partir de 1913. Aujourd'hui, il est pratiqué par plusieurs obédiences, effectivement, des obédiences masculines ou féminines ou mixtes. Voilà, c'est un rite qui est assez confidentiel. On pense qu'il y a environ 10 000 pratiquants du rite écossais rectifié en France. Mais enfin, par rapport à ce qu'avait connu Jean-Baptiste Villermoz, c'est considérable, évidemment. C'est faible au niveau du nombre de maçons, c'est clair. D'accord. Une dernière question, est-ce que Jean-Baptiste Villermoz est l'homme du siècle de la maçonnerie lyonnaise au XVIIIe siècle ? Alors, la maçonnerie s'est beaucoup développée. À Lyon, il a essayé beaucoup de rassembler, mais toutes les loges n'étaient pas adeptes de sa maçonnerie à lui. C'était un personnage qui était très travailleur, assez haut en couleur, c'était un soyeux,
qui écrivait beaucoup. Il a communiqué beaucoup avec des loges d'Europe, en Italie, en Suisse, le sud de l'Allemagne. Et il a beaucoup écrit, beaucoup échangé. On le connaît à Lyon très particulièrement parce que les archives municipales, les archives municipales ont conservé à peu près 2,50 m linéaires de manuscrits de Jean-Baptiste Villermoz ou reçus par Jean-Baptiste Villermoz. Donc c'est un personnage qui est en tout cas incontournable à Lyon en matière de maçonnerie. Pascal Bergeaud, je te remercie pour cette présentation d'une figure de la maçonnerie lyonnaise, Jean-Baptiste Villermoz. Didier Bouillol, bonsoir. Tu peux prendre le micro. Didier Bouillol, tu es vénérable d'une loge de la Grande Loge de France. Alors la Grande Loge de France, elle porte ce nom depuis depuis la fin du 19e siècle. Auparavant, quelle était son appellation ? Ça a été très compliqué pour la Grande Loge de France, cette histoire, mais comme toute l'histoire de la franc-maçonnerie lyonnaise. Au 19e siècle, au 18e siècle, pardon, elle existe, cette Grande Loge de France, sous d'autres noms, Loge de Clermont, bref, il y a eu différents noms, il y a eu un suprême conseil, il y a eu beaucoup de choses. C'est une histoire complexe et qui se mélange aussi beaucoup avec une autre obédience qui est le Grand Orient. D'ailleurs, je voudrais dire qu'au 19e, on a aussi un grand initié à Lyon, la personne de Casanova, qui a été initié à Lyon. Alors, est-ce qu'il a été initié au Grand Orient, Grande Loge de France? C'est le débat, parce que les loges à cette époque sont très mouvantes, elles sont d'un côté, elles sont de l'autre, elles peuvent être un temps en fonction des événements nationaux, des idées qu'elles peuvent dégager, donc elles vont voyager, alors toujours dans l'Orient, mais d'une obédience à une autre, et puis souvent toujours dans les mêmes lieux, parce que les loges se regroupent globalement toujours au même endroit, au Breteau en 1847 notamment, elles se situent toutes plus ou moins dans les mêmes locaux. La vie de la Grande Loge, comme beaucoup d'obédiences, est mouvementée. Elle est mouvementée pour ce que je viens d'évoquer, et puis après aussi pour des choix, des orientations rituelliques, des orientations peut-être à certains moments aussi politiques. Et quand je dis orientation rituelique, c'est important parce que la Grande Loge de France a une particularité, c'est qu'elle est monorite. Alors je ne sais pas si on rentrera vraiment ce soir dans ce débat-là. Il existe un certain nombre de rites que nous pratiquons lorsque nous rencontrons. Ces rites servent à avoir une montée en puissance, une relation tous ensemble sur des choses qui sont marquées à certains moments. Et le rite que pratique la Grande Loge de France, c'est le rite écossais ancien et accepté, dit RE2R pour plus de facilité, qui est proposé aussi et qui est pratiqué dans d'autres obédiences et qui donne un aspect un petit peu particulier à l'obédience. Alors, pour répondre un petit peu à la question que nous posent les archives municipales, Lyon Capitale 2, est-ce que Lyon a une importance particulière au sein de cette obédience, la Grande Loge de France ? Alors, oui et non à la fois. Oui, au même titre que peut-être que d'autres grandes villes de France. Je pense notamment à Toulouse, Bordeaux et Nantes, qui ont, par exemple, des temples qui sont bien plus anciens que ceux que nous pouvons avoir, nous, ici à Lyon, propres à la Grande Loge de France. Les temples sont des lieux où nous nous réunissons. Hein, le terme est à prendre au sens antique du terme. Oui, quand même, parce que, comme nous le connaissons aujourd'hui, Lyon est probablement la ville où on vient le plus facilement quand on arrive de Paris. Donc, il y a naturellement un écoulement d'idées. Et puis, Lyon est toujours depuis toujours, cette grande plateforme que nous connaissons, carrefour de différents pays. Quand on parle de notre frère Villermoz, mais quand on parle de Saint-Martin ou de Pascalie, ou comme je le faisais il y a quelques instants, de Casanova, c'est bien parce que c'est Lyon. Ils ne sont pas venus ici par hasard. C'est ce grand carrefour dont nous parlons, cette capitale, qui fait qu'il y a cette attirance vraiment naturelle et ce bouillon de culture permanent, ces idées novatrices qui sont foisonnantes, notamment dans le courant du XVIIIe et bien évidemment après la Révolution. D'accord. On a parlé d'une figure du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Villermoz, et j'ai mis à l'écran une figure du XXe siècle qui vient de nous quitter, qui vient de passer à l'Orient éternel, comme disent les francs-maçons. Il s'agit de Jean-Jacques Gabu. Tu me disais, Didier, que c'est l'homme du siècle pour la Grande Loge de France. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Oui, Jean-Jacques Gabu nous a quittés donc il y a quelques mois. Nous avions ce qu'on appelle une tenue funèbre, c'est-à-dire une réunion en sa mémoire jeudi dernier. Nous avons un grand temple à Lyon, 300 personnes à peu près. Il était plein pour honorer sa mémoire. C'est une figure clé. Il arrive, il est initié en 67. La Grande Loge de France fonctionne encore avec le Grand Orient de France, et c'est simple, ils se séparent, les deux obédiences reprennent un petit peu leur route séparée. Il y a exactement 27 frères. Le grand maître disait jeudi soir, on était une trentaine. Chut, vous le dites pas, ils étaient 27. Donc, on sait qu'on était 27 à ce moment-là. Deux loges existantes à Lyon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et en 76, ces deux loges travaillent seules, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent plus ensemble, elles se séparent entre guillemets, toujours en étant Grande Loge de France, et il y a à peu près une cinquantaine de personnes. Et ça, c'est dû, dès le départ, à Jean-Jacques Gabu. Il est initié. Il y a aussi un autre personnage dont on parle peu pour la Grande Loge de France, c'est Maurice Renard. C'est Maurice Renard qui prend cette décision, qui est maçon, qui a traversé une bonne partie de la moitié du XXe siècle, et qui donne des orientations, et y compris des orientations sur notre philosophie de travail, plus travail symbolique par exemple, que sociétal. Et Jean-Jacques Gabu, au bout de ses 60 années de maçonnerie, peut se targuer d'avoir réussi à faire créer lui-même à peu près une vingtaine de loges, puisque la Grande Loge de France, c'est 22 loges maintenant à Lyon, et Jean-Jacques Gabu était vénérable maître d'honneur de 18 d'entre elles. Voilà, avec précision. Il a aussi, c'était un journaliste, c'était une plume, et il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Lyon, magique et sacré, histoire et mystère d'une ville. Est-ce que d'une certaine façon, il n'a pas plongé dans la spiritualité lyonnaise ? Si, complètement. Alors, il était né en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône. Il a commis beaucoup d'ouvrages. Il a même commis cet ouvrage, l'âge d'or de la BD, qu'il était très, très éclectique. Il a fait aussi beaucoup d'ouvrages sur les relations entre la franc-maçonnerie et la religion. Et il est d'ailleurs l'instigateur à Lyon d'un certain nombre de rencontres, que nous appelons d'ailleurs les rencontres avec la totalité des grandes religions, principalement celles du livre, mais oui, complètement. Alors je connais bien Jean-Jacques Gabu, qui a aussi créé un cercle culturel. J'en étais son secrétaire pendant 10 ans, donc j'ai beaucoup travaillé avec lui, et il était vraiment dans une vraie spiritualité. J'ai presque envie de dire une spiritualité 18e, c'est-à-dire que c'était très bouillonnant, c'était de comprendre, c'était de lier les hommes avec un grand H, bien évidemment, lier les individus entre eux, et de faire en sorte qu'il y ait une pluralité, un grand œcuménisme. C'était quelqu'un qui était vraiment d'une grande ouverture et d'une grande tolérance. Vous savez, en 2 mots, je vais raconter une toute petite anecdote que je raconte. J'ai été initié il y a 25 ans. Quand j'ai été jeune initié, il était dans ma loge, j'étais dans la même loge que lui. Il était vénérable maître d'honneur. Et puis un jour, je lui pose une question. Il me dit, oh là là Didier, la question que tu me poses, elle me pose un problème. Alors, ma bibliothèque, elle est en Bourgogne. Dans 3 semaines, je pars en vacances en Bourgogne, je te donne la réponse. Franchement, moi-même, je me suis dit, bon, si j'ai la réponse un jour, quand on vous fait ça dans 3 semaines... 3 semaines plus tard, je reçois une petite enveloppe marron à la française, c'est-à-dire carrée, voilà. Et dedans, de sa plus belle plume, il y avait mon très cher frère Didier. Et il me donnait la réponse, ce que je souhaitais. Et je crois que Jean-Jacques Gabu, c'est ça. C'est-à-dire, qui que ce soit qui lui posait une question, il essayait d'apporter une réponse, et s'il ne l'avait pas, il allait la chercher, comme il l'a fait. Et j'ai toujours trouvé ça admirable, parce que ce que nous connaissons tous, c'est qu'on peut être très sollicité, parfois on peut oublier de répondre un peu. Mais Jean-Jacques était toujours très, 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 très présent pour donner des réponses, et pour la franc-maçonnerie. Merci Didier pour cet hommage à Jean-Jacques Gabu. Je vais te demander de passer le micro à Josiane. Josiane Reynaud, bonsoir. Josiane qui représente ici l'ordre maçonnique mixte du droit humain, le droit humain, et qui est la première obédience mixte créée en 1894. 93, exactement, voilà. Mais bon. 1893. C'est moi qui confonds avec une autre date qui a un rapport avec mon atelier. Et très rapidement, le droit humain s'implante à Lyon. En quelle année 1895. est créée la première loge? En 1895. Comment s'appelle-t-elle? Évolution et Concorde. Et donc, tu vas pouvoir nous parler de cette loge Évolution et Concorde, première du droit humain. Alors, comme le droit humain, bonsoir. Comme le droit humain est tout jeune, à cette époque, je vais quand même faire un petit paragraphe pour expliquer comment ça s'est passé.
Il a été fondé en 1893, donc on est d'accord, par une dame qui s'appelait Maria de Rem, qui était une femme de lettres et une journaliste, et surtout une polémiste célèbre pour son engagement contre le cléricalisme. Elle détestait l'Église. Hein. Elle a écrit beaucoup de choses, elle était très brillante, et elle a beaucoup travaillé contre l'Église, beaucoup écrit, et en faveur de la cause des femmes et de la cause des enfants. Donc elle avait des amis maçons, et elle fut initiée, en dépit des usages du temps, dans un atelier dépendant de la Grande Loge symbolique écossaise, alors qui est peut-être l'origine de tout cela, enfin, on ne sait pas trop, hein, de la Grande Loge de France ou du Grand Orient de France. Voilà, c'est un peu compliqué. Et devant le refus catégorique de l'obédience ne voulait pas qu'il y ait des femmes qui soient initiées à la fin du XIXe siècle, comme de toutes les obédiences d'ailleurs à l'époque. Elle trouva en un frère qui s'appelle Georges Martin, qui était un sénateur et un franc-maçon militant. Elle trouva quelqu'un qui était vraiment partisan, convaincu de l'initiation des femmes. Et tous deux créèrent une obédience maçonnique mixte et internationale, la Grande Loge symbolique écossaise mixte de France, le droit humain, le 4 mars 1893. La loge Maria de Rem, qui est la première, existe toujours à Paris. Voilà, et maintenant j'en viens à Lyon. Une deuxième section fut créée à Lyon dès le mois d'août 1895 à l'initiative de Marie Bonnevial, dont je vais vous parler plus tard, avec l'aide et le soutien de nombreux frères du Grand Orient de France, bien sûr, parce que sans soutien d'autres maçons, on n'y serait jamais arrivé, et des frères qui étaient convaincus que, et là je vais citer, tous les êtres humains, sans aucune exception, sont frères et sœurs en humanité et doivent par conséquent jouir de droits égaux sur toute la surface de la Terre. Je viens de citer la proclamation de la Constitution internationale du droit humain. Voilà. Les frères de la Grande Loge, bienfaisance et amitié du Grand Orient de France, mirent leur temple situé à la Croix-Rousse. L'adresse exacte, c'était 2 bis Passage de l'Enfance. Je crois que ça n'existe plus. À disposition de cette nouvelle obédience, qui prendra en 1901, plus tard, le titre d'ordre maçonnique mixte et international de droit humain. International parce que tout de suite, dès l'année 1902, il y a eu une loge aux États-Unis, à New York, mixte du droit humain. Alors, un collège d'officiers pour cette loge est élu sous la férule de la sœur Marie Bonnevial, qui est devenue vénérable maître, mais les offices sont tous tenus, quasiment tous tenus par des visiteurs, parce qu'il n'y avait pas assez d'initiés à cette époque. Hein. Et en revanche, de nombreux maçons lyonnais se pressaient sur les colonnes pendant les tenues. Je crois qu'il y avait du monde, qui n'était pas que des gens du droit humain, loin de là, hein, qui les aidaient justement à travailler au début. Et la sœur Marie Bonnevial, un tout petit mot sur elle, elle était née à Rive-de-Gier en 1841 dans un milieu tout à fait modeste. Elle a été initiée en 1894 dans la respectable loge Maria de Rem à Paris. Et elle est installée vénérable maître par le frère Georges Martin, qui était orateur, bien sûr en remplacement de la sœur Maria de Rem, qui était tout juste partie pour la Grande Loge éternelle. Nous disons ainsi que quelqu'un est décédé. Voilà. Alors, justement, cette création de cette loge du droit humain à Lyon, est-ce que c'est l'aboutissement de revendications, de luttes sociales qui sont portées par Marie Bonnevial et par d'autres... Et Maria de Rem aussi. Alors, Maria de Rem à Paris, c'est évident, hein, mais à Lyon aussi. Il y avait aussi des remous, et notamment des féministes, hein, des gens qui voulaient que la maçonnerie ne soit pas que masculine. Et il y avait aussi, oui, une volonté d'égalité partout, hein, y compris à Lyon. Je voulais dire quand même que cette sœur Marie Bonnevial était l'une des premières institutrices publiques de Lyon. Elle était communarde et syndicaliste et elle combattra toute sa vie pour, comme elle le disait, marcher vers les sentiers de la justice. C'était une femme à l'énergie exceptionnelle. Elle appelle ses élèves les petits sans-dieu. Donc vous voyez qu'on est loin de la France catholique. Hein. Et les petits sans-dieu. Absolument, absolument. Et elle est haïe par le parti clérical lyonnais,
D'ailleurs, elle a eu des mailles à partir avec le gouvernement en tant qu'institutrice. Elle a été virée de son boulot, en fait. Hein. Et bon, en revanche, en maçonnerie, elle a fait son parcours et elle deviendra, à l'âge de 75 ans, la grande maîtresse du droit humain. Mais en 1921, je voudrais quand même vous dire ça, naquit sur la place de Lyon une deuxième loge, en 21, de cette grande loge symbolique écossaise mixte, le droit humain, qui s'appelle AMSA. Et dès l'origine, celle-ci semble se différencier de la première. La première s'appelle Évolution et Concorde, numéro 2, hein, j'en fais partie. Mais AMSA a eu dès le début un recrutement beaucoup moins bourgeois que toutes les loges lyonnaises présentes à l'époque. Et je pense qu'il y avait beaucoup aussi dans les loges maçonniques de France quand même des bourgeois. Alors il y a eu une ouverture à cette époque effectivement, et notamment aux artisans. En tout cas, AMSA compte parmi ses membres en majeure partie des artisans. Mais assez vite, ce penchant populaire, ainsi que l'orientation de ses travaux pour la recherche spirituelle, voire ce qu'on appelle la théosophie, hein, déplaît à l'ordre du droit humain, et des tensions naissent, une mise en sommeil, puis une réelle dissolution fut officialisée en 1945 par le frère Le Bossé, qui était un frère du Grand Orient de France. Je vais en parler dans quelques instants. Voilà, le frère Le Bossé, très important. Voilà, et qui a beaucoup travaillé avec Évolution et Concorde. Hein. Voilà. Alors, il faudra attendre après 1982 pour voir s'allumer les feux d'une nouvelle loge du droit humain à Lyon, Création et Fidélité, suivi rapidement de plusieurs autres. Aujourd'hui, on compte sur Lyon 10 loges à l'Orient de Lyon, intramuros, et à Vienne, Villefranche, Bourgoin, Bourg-en-Bresse, bon, dans le coin, quoi, enfin, dans Lyon élargi. La région lyonnaise. Le droit humain se veut donc bien, dès sa fondation, une obédience différente. Moi, je dirais ça. Dont les deux caractéristiques principales, l'internationalisme et la mixité, imprègnent et déterminent sa nature même. La mixité a fait entrer des classes sociales différentes. Je crois que c'est ça. L'ouverture aux femmes a permis aussi un mélange social. Alors, je ne dis pas qu'après les autres obédiences n'ont pas aussi intégré, initié des gens de classes sociales différentes. Mais là, il y a eu vraiment un appel d'air. Et cet internationalisme, parce que dès le début, donc New York et puis aussi dans les îles, on sait très bien que le rite écossais ancien et accepté, nous sommes monorites, nous. Hein, on travaille que sur un rite qui s'appelle le rite écossais ancien et accepté. Et ce rite a été consolidé, construit plus ou moins dans les îles, hein, et par des frères qui étaient des Français aussi. Pas spécialement, c'est plutôt des Bordelais, hein, plutôt que des Lyonnais. Mais voilà. Et est-ce que Marie Bonnevial peut être considérée comme la femme du siècle pour le droit humain ? Oui, probablement, en tout cas pour le droit humain lyonnais. Parce que si on parle du droit humain en général, c'est plutôt Maria de Rème. Hein, parce qu'elle a quand même été initiée dans une loge. La loge, on a à Paris une loge d'hommes. L'obédience a menacé de dissoudre la loge si Maria de Rème ne quittait pas la loge, donc d'elle-même elle est partie pour pas qu'il y ait un scandale, et c'est pour ça Mais à Lyon, Marie Bonnevial était quelqu'un d'important. Est-ce qu'on la connaît assez ? Peut-être pas assez, je crois qu'il faudrait faire un peu, mais je pense qu'on va travailler nous en mai, hein, sur la loge numéro 2, et on fera vraiment quelque chose de plus important sur Marie Bonnevial, qui a fini en Inde aussi, enfin qui était quand même une aventurière également. Une aventurière dans le sens curieux et ouverte à toutes les cultures. Josiane. Voilà. Je te remercie. Je voulais juste te dire encore, attends, 2 minutes. Oui, vas-y. Une dernière précision, vas-y. Oui, je disais quand même que déjà, la reconnaissance naturelle des femmes ne faisait pas partie de l'idée révolutionnaire de 1789, et que nous, on pense que le droit humain a fait une révolution à la fin du 19e, notamment dans le monde maçonnique, en voulant initier des femmes. Et donc, le droit humain se positionne comme un mouvement autonome et libre, révolutionnaire dans son action par le refus d'un ordre établi considéré comme insuffisamment égalitaire. Et c'est un homme quand même qui a posé les fondations de cette obédience. C'est quand même Georges Martin,
parce qu'il était persuadé qu'il pouvait bousculer les archaïsmes d'une société bien pensante. Bon. Si Lyon a été on finit ainsi, je vais quand même te lire mon dernier petit paragraphe. Voilà. Si Lyon a été la deuxième ville de la Fédération française, c'est aussi parce qu'elle porte une histoire millénaire de lutte, tant politique que religieuse et sociale. Hein, et le droit humain y a donc sa place légitime, qui est un ordre ouvert à toutes les mixités. Mais aussi parce que Lyon était le lieu où il y avait des choses qui bougeaient, et les autres loges ont été fondées après dans d'autres villes de France, mais Lyon était un lieu de créativité et surtout de créativité sociale, sociologique, enfin voilà, politique. Merci Josiane. Merci Didier, merci Pascal pour cette première présentation. Je vais appeler Jean-Emmanuel Calatbari, je vais appeler Marie-Thérèse Besson et Marie-France Antonat, et je vais appeler Gloria Guerra Villalobos à venir se positionner ici. Et pendant que nos nouveaux intervenants se mettent en place, je vais vous parler d'une figure du Grand Orient de France dont Josiane vient de parler, qui s'appelle Félix Le Bossé. Regard profond et un petit peu impressionnant sur cette photo d'identité, qui est en fait la photo de sa carte d'ancien résistant, d'adhérent de l'association des combattants volontaires de la résistance. Félix Le Bossé, c'est un inspecteur de l'éducation nationale qui va être conseiller de l'ordre, orateur d'un convent, c'est-à-dire de l'Assemblée générale du Grand Orient de France en 1927-1928, et qui va à cette occasion définir et poser ce qu'est la laïcité pour le Grand Orient de France. Et si j'insiste sur cette partie, c'est parce qu'il sera en grande partie l'inspirateur d'un mouvement de résistance qui s'appelle le Coq Enchaîné et qui va publier une douzaine de journaux clandestins entre 1942 et 1944. Et au sein de la résistance, le Coq Enchaîné a été une voix laïque, portée notamment par des francs-maçons, pas que, mais notamment par des francs-maçons. Et il me paraissait difficile d'évoquer la franc-maçonnerie lyonnaise sans dire à un moment que dans Lyon, capitale de la résistance, il y avait aussi la capitale de la laïcité. Et c'est le Coq Enchaîné qui l'a porté. Alors, voilà. C'est aussi pour dire que 1940, c'est une rupture dans l'histoire de la franc-maçonnerie, parce qu'on va rentrer dans une période de persécution qui va durer 4 ans, avec la loi sur les sociétés secrètes, qui est la première loi du régime de Vichy, 13 août 1940, et la montée en puissance de la persécution qui va amener les obédiences à se remettre en question pour renaître à la libération dans des conditions parfois difficiles, qui vont amener à des fusions de loges, à une sélection beaucoup plus stricte à l'époque des frères qui étaient initiés avant-guerre et qui ont voulu revenir après. Mais le paysage maçonnique va aussi évoluer avec de nouvelles obédiences qui vont arriver. La Grande Loge féminine de France, la Grande Loge nationale française notamment, et puis le Grand Orient lui-même va évoluer. Donc, c'est pour ça que Jean-Emmanuel Calatbari est ici, représentant la Grande Loge nationale française, non pas de France, c'est Grande Loge nationale française. Et il y a 70 ans, je crois, se crée à Lyon une loge de la Grande Loge nationale française, Luc de Nome 44, que tu connais bien. Tout à fait. Il y a 70 ans, presque.
Vous m'entendez? Il y a 70 ans, presque jour pour jour, se créait la première loge lyonnaise de la GLNF. Mes très chers et bien-aimées sœurs, mes très chers et bien-aimés frères, mesdames et messieurs qui n'êtes pas encore maçons et qui le seraient peut-être un jour, très cher Didier, la maçonnerie à Lyon est présente depuis longtemps. C'est un lieu commun que de dire cela, et je ne suis pas ici pour les lieux communs. Je suis venu avec un article de l'Express daté du 15 juin 2000. Lyon, capitale du mystère. A-t-on vraiment besoin de s'autoproclamer capitale de quoi que ce soit, mon très cher Didier? Nous en parlions tout à l'heure, je ne sais pas, mais en tout cas l'article est à disposition si vous souhaitez le consulter, puisque tout est sourcé. Rien que cela, nous le savons, le Lyonnais est discret, voire secret, volontiers mystique. On l'a beaucoup répété, peut-être trop sans doute, car c'est négliger le côté pragmatique du Lyonnais, laborieux, sérieux, qui, passé tous ces moments d'exaltation, le ramène à la raison, à la discrétion, voire à l'anonymat. Et tout cela, c'est le sort qu'ont connu la plupart des loges lyonnaises. Cela a été répété avant moi par d'illustres conférenciers. Pourtant, ils se sont formés autour de leur chef de file, Jean-Baptiste Villarmoz, dont mon très respectable frère vous a parlé bien mieux que moi. Mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Emmanuel Calbary, je viens tout juste de fêter mes 31 ans. J'ai été initié à la franc-maçonnerie à l'âge de 20 ans, au sein d'une loge maçonnique. Cette loge s'appelle la respectable loge Luc Dunhomme numéro 44 à Lorient de Lyon. Elle travaille au rite émulation, rite qui n'a pas encore été mentionné, mais c'est le rite anglais de style émulation. Et notre loge dépend d'une obédience maçonnique dont Didier vient de parler, qui est la GLNF, la Grande Loge Nationale Française, obédience fondée en 1913, abritant aujourd'hui 33 000 frères que j'ai l'honneur de représenter. Malgré mon jeune âge, je suis maçon depuis 11 ans, plus de 11 ans. De 20 à 31 ans, j'ai eu l'honneur d'exercer toutes les fonctions au sein de ma loge et j'en ai été le vénérable maître l'an dernier. À 29 ans, mon très respectable frère, je ne suis pas aussi doué que Jean-Baptiste Villarmoz, il en avait 23, j'en avais que 29. Donc vous voyez, j'ai tout raté. Il m'a été précisément demandé de présenter Luc Dunhomme. Alors, j'ai préparé 7 pages, mais je n'ai besoin que de 4 minutes. Parler de Luc Dunhomme, c'est parler d'une mère. Sincèrement, c'est parler d'une mère. Nous dépendons d'une obédience, je viens de le dire, la GLNF, subdivisée en plusieurs provinces. Au Grand Orient, vous parlez de région, Gloria, me semble-t-il. Nous, c'est province. Et à Lyon, c'est la province Vallée du Rhône. Et il y a 55 loges au sein de notre province, et il en fallait bien une. La première, elle n'est pas mieux que les autres, loin de là, mais il en fallait une, la loge historique, la loge mère. C'est pour cela que je disais que parler de Luc Dunhomme, de ma loge, c'est parler d'une mère. C'est Luc Dunhomme. Et toutes les autres loges découlent de Luc Dunhomme, parce que ce n'était uniquement des frères de Luc Dunhomme qui ont fondé les autres loges. Après ces propos liminaires, 45 secondes à peine d'histoire. Nous sommes en 39, la plupart de cette éminente salle connaît son histoire, le drame éclate, une nouvelle fois l'Europe est plongée dans le chaos. En 40, la guerre est mal engagée, elle tourne au désastre militaire. Nous sommes désignés à la vindicte, les maçons, la pierre cubique sue à sang et eau, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira de haut jusqu'en bas, les outils de la maçonnerie furent dispersés et la parole furent perdues. Pillage de temple, maçons pointés du doigt, les moutons noirs furent présents. Et nous voilà en 44. La ville se libère, septembre 44, les Américains arrivent et ils mettent en état le pont ferroviaire de Perrache, nous sommes juste à côté, et dans ces Américains, il y a des francs-maçons. Et des rencontres se font dans une usine lyonnaise entre des personnes qui, sans le savoir, eh bien, commencent petit à petit à savoir qu'en fait, ils sont maçons. Ils s'embrassent, ils se donnent l'accolade, ils se disent « mon frère ». Plusieurs années s'écoulent, je passe, nous sommes en 54, la guerre est finie. La GLNF, à l'époque, c'est 20 loges et 300 frères, c'est-à-dire rien du tout, en comparaison des autres obédiences ici présentes. Et un petit groupe de frères va à Marseille, rencontre le vénérable maître de Marseille. Vous savez que maintenant, vénérable maître signifie le président d'un atelier maçonnique. Et parmi eux, mon très cher et respectable frère, un frère de la Grande Loge de France que tu représentes, Jean Granger, plus connu sous son nom Jean Tourniac, c'était son nom de pseudo de résistant durant la guerre, juste parmi les justes. Et Jean Tourniac, eh bien, souhaite fonder une loge à Lyon. Après, c'était forcé de connaître la GLNF autour d'eux. Ce petit groupe de maçons organise des réunions et choisit le nom de sa loge, Luc Dunhomme. Alors pourquoi Luc Dunhomme? C'est le nom latin de la ville de Lyon, mais c'est surtout pour mettre la loge sous le patronage d'un dieu, car la GLNF, croyant en Dieu, Lug, un dieu celtique, et Lug signifie en latin prêter un serment. Et il n'y a pas de hasard, encore moins en maçonnerie, les maçons de cette salle comprendront. Le règlement intérieur de ma loge, on s'en moque éperdument, mais je suis venu avec la première convocation, vous voyez. C'est une convocation qui n'a absolument pas changé, et cela fait 70 ans que nos convocations maçonniques sont les mêmes. Nous nous réunissions d'abord à rue Sainte-Catherine, que vous connaissez bien, nous sommes juste à côté, le 23 octobre 54.
notre loge fut proclamée il y a 70 ans, jour pour jour. Je passe très vite. En 60, nous remercions du fond du cœur le Grand Orient de France qui nous fait l'hospitalité de nous prêter son grand temple, situé au 45 rue Garibaldi. Nous nous réunissions tous les samedis, parce que notre loge se réunit le samedi, puis dans un local, 22 rue Montesquieu, que certains d'entre vous ont connu. Et aujourd'hui, nous nous réunissons à Rieux-la-Pape depuis bientôt une vingtaine d'années. Notre loge a pour particularité de se réunir non pas le lundi, non pas le mardi, mais le samedi après-midi de chaque mois. Pourquoi ce choix surprenant du samedi? Parce que Lugdunum, Lyon en latin, n'a été fondé par aucun Lyonnais, mon cher Didier. Ce sont des Américains, des Anglais, des Marseillais, Parisiens, uniquement des étrangers qui ont fondé Lyon, qui ont fondé Lugdunum. Donc ils n'avaient pas d'autre choix que de venir le samedi. Travail oblige, et on a maintenu cette tradition. Ça fait 70 ans que ça dure. Ça fait 70 ans que le dernier samedi du mois, au temple de Rieux-la-Pape, se réunit la plus ancienne loge lyonnaise de la GLNF. Je ne citerai pas le nom de tous les frères qui ont fondé le Lugdunum, ce n'est pas le propos, vous vous en fichez éperdument, mais je veux uniquement vous citer une personne et je terminerai mon propos par cette personne-là. Georges Penato, très respectable frère Georges Penato, très respectable grand maître provincial de notre vallée du Rhône, entre 1999 et 2004, consul général et honoraire du Mali à Lyon, mon regretté parrain en maçonnerie, sans qui je ne serais pas ce soir devant vous. Georges était le soleil de la maçonnerie, et pour te répondre, Didier, s'il y a un grand nom à citer, en tout cas au sein de la GLNF lyonnaise, pour moi, ça n'engage que moi, et non pas les 1199 autres frères de notre province, c'est Georges Penato. Mes très chers amis, l'atmosphère d'une loge est déterminante pour l'avenir d'un atelier maçonnique, nous vous le dirons tous. Lugdunum a été privilégié sous ce rapport. Tous les frères que j'aurais pu citer ont fécondé Lugdunum. L'important est juste d'être heureux ensemble. Nous avons tous à apprendre, à s'apprécier et à apporter à la maçonnerie. La franc-maçonnerie est l'écho de connaissances perdues que nous devons retrouver, m'a-t-on dit un jour. Pendant 70 ans, et j'en ai terminé, Didier, notre loge a pu évidemment subir des crises, comme tout organisme vivant. Ce serait vous mentir que de dire que Lugdunum n'a pas subi de crise. Nous en avons subi et nous en subirons bien encore. Mais Lugdunum a surmonté toutes ces crises, et toute loge maçonnique surmontera ces crises. Lugdunum les a surmontées une à une, grâce à l'aide du grand architecte de l'univers, et par un équipage animé de l'esprit fraternel, qui est la flamme de la maçonnerie. Très chers et bien-aimés sœurs, très chers et bien-aimés frères, mesdames et messieurs qui n'êtes pas maçons, mais qui le seraient peut-être en sortant ce soir, je vous remercie pour votre écoute, et très cher Didier, et j'aimerais saluer et remercier notre respectable frère Christian Lallemand, sans qui je ne serais pas là ce soir, et je lui remercie de m'avoir donné l'occasion de parler devant vous. Merci, mon très cher frère Jean-Emmanuel, pour cette démonstration que la maçonnerie, c'est aussi de la passion et de l'émotion. Merci pour cette intervention. Tu l'as dit, la loge Lugdunum a été fondée par des frères venus d'ailleurs. C'est le cas aussi, Marie-France et Marie-Thérèse, pour la Grande Loge féminine de France. C'est le cas aussi pour la loge Sophia, née en 1965. Alors, Sophia, c'est la sagesse. Est-ce qu'on peut dire qu'en 1965, la sagesse arrive à Lyon ? Eh bien, d'abord, bonsoir à tous. Je me lève parce que sinon, on ne voit pas tous ceux qui sont au fond. Alors, avant que Marie-France ne vous parle de Sophia, je vais vous dire en 3 phrases ce qui concerne l'origine de la loge féminine de France, parce que c'est important. Il faut savoir qu'au départ, il y avait des loges qui s'appelaient des loges d'adoption. Il y en a 5 ou 6 qui existaient au sein de la loge de France. Et a été créée en 1901. Et là, il y avait donc des femmes dans les loges. Pourquoi loge d'adoption? C'est bizarre, hein, voilà. Merci. Loge d'adoption parce que c'était fonction du rite qui était utilisé à ce moment-là, mais en sachant bien que les femmes qui étaient dans ces loges d'adoption étaient quelque part, entre guillemets, je dirais sous la tutelle des frères. Voilà. Alors ça a duré quelque temps, mais bien évidemment, vous vous doutez que ces femmes n'ont pas voulu rester dans ces loges d'adoption de cette manière-là. Donc elles ont négocié, je vous fais grâce des négociations, elles ont quitté les loges de la Grande Loge de France pour créer une obédience qui était une obédience féminine, libre et indépendante. C'était en 1945.
et c'était l'Union maçonnique féminine de France. Et cette Union maçonnique féminine de France, elle est devenue en 1952 la Grande Loge féminine de France. Mais c'est la même chose. Donc la Grande Loge féminine de France, elle remonte à 1945 et on pourrait presque dire à 1901, puisqu'on a des loges d'adoption de 1901 qui sont toujours au sein aujourd'hui de la Grande Loge féminine de France. Donc Marie-France va vous parler de la loge Sophia à Lyon, loge numéro 17, donc au sein de notre obédience. Et je rappelle ma question. Est-ce qu'en 1965, la sagesse arrive à Lyon ? Je vais répondre oui. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, vous m'entendez, donc je vais répondre oui. Oui, mais non. La sagesse n'arrive jamais vraiment. Mais ce qui est intéressant dans la création de la loge Sophia, comme le disait, nous fêtons cette année les 80 ans de la franc-maçonnerie féminine de France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de 1945, l'énergie des 90 sœurs qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous avons beaucoup de sœurs qui étaient résistantes, qui ont été déportées ou qui ne sont jamais revenues. L'énergie de ces 90 sœurs à se constituer en grande loge féminine souveraine, elle va leur demander beaucoup de patience, beaucoup de détermination, parce qu'il va falloir attendre 20 ans pour qu'il y ait une création de loge à Lyon. Je ne dis pas que Lyon est le centre du monde ou de la France, mais quand même, il a fallu une vingtaine d'années pour qu'elle se structure, qu'elle récupère des forces au niveau parisien, où il y avait effectivement, il restait des loges d'adoption et 90 sœurs. Et c'est assez intéressant de voir de quelle manière elles se sont déployées sur le territoire et aussi au niveau international, puisqu'elles ont créé en Belgique et en Suisse. Et bizarrement, en 1965, nous sommes la loge Sophia à le numéro 17, et donc ça prend 20 ans. 45 à 65, c'est quand même très long. À le numéro 17, et la loge qui a le numéro 16, c'est la loge Lutèce à l'Orient de Genève. Donc c'est vous dire qu'il y avait une stratégie, et il y a eu d'autres loges, mais Marie-Thérèse en parlera mieux que moi, au niveau en Belgique également. Et c'est vraiment comme pour la loge de Lugdunum 44, c'est un petit peu le même phénomène. Il y a une question d'opportunité, puisqu'il y a une sœur parisienne qui est nommée à Lyon, et elle choisit cette opportunité pour créer Lyon. Et on va dire que c'est un peu une maçonnerie des trains de nuit, puisqu'elles expliquent, donc toutes les sœurs qui créent Sophia sont des sœurs d'Isis, de Paris, des premières loges d'adoption qui se sont transformées en loges de la Grande Loge féminine. Et il y a dans l'historique de la création de la loge, il y a des témoignages sur effectivement l'ambiance où elles prenaient des trains de nuit, elles occupaient un compartiment, elles se déplaçaient avec leur matériel pour venir ouvrir et auditionner en même temps, parce qu'elles profitaient dans la même journée de rencontrer les profanes, de mener les entretiens. Il y a un côté très militant. Il y a un côté très militant dans ce que vous nous racontez. Il y a un côté pionnier et il y a un côté, je dirais, joyeux. Tu parlais tout à l'heure de la motivation, de la passion et de l'émotion. Oui, c'est des femmes qui sont dans l'énergie de la résistance, qui ont saisi cette fenêtre qui s'ouvrait de leur souveraineté, de leur autonomie, qui sont très mobilisées sur la question de la place. 45, c'est le droit de vote des femmes, de la place des femmes dans la société, et qui ont déployé une énergie incroyable. Mais ça va faire plaisir à Yves.
En même temps, elles ne sont pas accueillies, puisque à Lyon, il n'y a pas de loge d'adoption. Et elles ne sont pas accueillies à bras ouverts. Et par exemple, dans le document que tu nous as envoyé sur le Conseil des Vénérables entre les années 60 et 70, quand elle demande en janvier 65 la première vénérable Sylvette Gouilly à occuper le temple de Garibaldi, eh bien, on répond. Notre frère Combe nous a exposé au cours de notre dernière réunion la demande que vous lui avez adressée, etc. Le Conseil des Vénérables de l'Orient de Lyon et la Société civile immobilière m'ont chargé de vous faire part de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de réserver une suite favorable à votre demande de location, etc. pour permettre le travail du futur atelier de la GLFF. Et ce qui est le plus intéressant, c'est le post-scriptum signé du président du Conseil des Vénérables. PS, avant de vous transmettre cette planche, j'ai cru de mon devoir sur le plan fraternel d'en commenter le sens et la portée au cours d'un entretien avec notre excellent frère Gouilly, qui était le mari de la première vénérable de Sophia. Alors, voilà. Et ce qui m'amène à une question. Est-ce que ces sœurs lyonnaises qui sont initiées dans cette loge Sophia, est-ce que ce sont des femmes d'eux, des sœurs d'eux, des filles d'eux, francs-maçons, ou bien est-ce que ce sont des femmes qui décident de rentrer en maçonnerie par elles-mêmes? Et j'ai même entendu des sœurs un peu malveillantes dire que c'était aussi des maîtresses d'eux, et que effectivement il y avait une porosité, entre les obédiences. Et moi-même, j'ai été initiée il y a 33 ans, et j'ai souvenir qu'il y avait des frères qui venaient plancher. Et donc il... Oui. Non, oui. non. Mais oui, on va pas exagérer. Et je continue. Et elles n'avaient même pas le droit de faire publier leurs travaux dans le bulletin des loges. Donc, c'est vous dire, elles ne siégeaient pas au Conseil des Vénérables. C'est vous dire que, heureusement, qu'il y avait ce temple un peu marginal de la rue Montesquieu, où nous avons eu la chance d'être initiés, qui a accueilli, qui était un temple du Géo, mais qui a une histoire un peu marginale, et qui nous a accueillis comme il a accueilli la GLNF, et ainsi de suite. Ce que je voudrais dire, il y a une... Je pourrais vous parler du temple de Montesquieu, puisque c'était le temple des Amis des Hommes. Donc. Je me permets de dire quelque chose par rapport au temple. C'est très... La Grande Loge féminine de France, constituée par uniquement des femmes, en 1945, la Grande Loge de France nous a gentiment fait comprendre que ça serait bien si on allait un peu voir ailleurs. Je suis gentille quand je dis ça, d'accord. On crée à Lyon quand on existe, et on nous dit que les locaux, non, c'est pas possible, c'est pas disponible. Et puis après, on va aller au 22 rue Montesquieu, et puis à un certain moment, au 22 rue Montesquieu, on va nous dire que finalement, on pourrait peut-être aussi aller voir ailleurs qu'au 22 rue Montesquieu. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on est arrivé au 19 rue du Mont-d'Urville, où nous avons donc acheté des locaux. Donc, vous voyez la position de femme, quelque part, il y a toujours quelque chose qui va faire que vous seriez mieux ailleurs. Hein ? Oui, je lisais tout à l'heure dans l'ouvrage de Jean-Jacques Gabu le paragraphe, le chapitre qu'il consacre à la Croix-Rousse, et il définit la Croix-Rousse comme l'âme féminine de Lyon. Donc finalement, les choses finalement peuvent être vues aussi comme ça. Mais bon, c'était pour faire un petit peu la boucle avec Jean-Jacques Gabu, avec ce que nous avons dit précédemment. Et je voudrais juste terminer sur Sophia et le rôle qu'elle a eu comme, je dirais, avant-poste pour développer la maçonnerie dans la région Rhône-Alpes. Parce que on citait tout à l'heure Jean-Jacques Gabu. Mais je dirais qu'à la Grande Loge, nous avons notre Jean-Jacques Gabu, qui a été d'ailleurs surnommé par les frères l'ouvre-boîte. Nous avons eu une sœur, moi j'ai eu la chance d'avoir été initiée par elle, qui s'appelait Claude Randon, et dont le fonds d'archives a été remis à la bibliothèque municipale de Lyon. Et Claude Randon a ouvert une vingtaine
de loges dans la région et en région sud-est. Et ce qui est intéressant, parce que notre histoire, on a fait un peu de polémique avec nos frères, mais il y a quand même beaucoup de liens. Et notre sœur parlait tout à l'heure de Évolution et Concorde. Et notre sœur Claude Randon a été initiée en 1948 à Évolution et Concorde. Et elle était, elle est arrivée à Sophia quand Sophia a été créée en 66, en janvier 66. Sophia a été créée en juin 65 et elle a joué un rôle extrêmement important. Et je me demande même comment, si elle prenait de la cocaïne ou des choses comme ça, parce que elles avaient une énergie, elles passaient leur temps dans les trains, elles travaillaient, elles étaient engagées dans la cité. Elles ouvraient des loges en y tenant des plateaux. Donc c'est la première vénée de Sophia en 1970. Elle rentre à Sophia en 66. Et donc on voit que c'est aussi des histoires de personnes et de rencontres. Elle est très proche de Gisèle Fèvre, qui a été notre première très grande maîtresse et qui a créé Sophia. Et visiblement, à partir de ce moment-là, elle va déployer, et c'est assez révélateur de la manière dont la GLFF s'est déployée en région. Ça n'a pas été on renforce Lyon et le reste n'existe pas. Ça a été au contraire de manière très avec des cercles autour de Lyon, de développer Saint-Étienne, Annecy, Annemasse, Grenoble, Valence, etc. Et avec une sorte de solidarité entre les régions, puisque Claude Randon a ouvert à Besançon, à Dijon, à Marseille, et qu'elle n'arrêtait pas. Donc, tout à l'heure, tu parlais de cette maçonnerie du début du XXe siècle. Elles incarnent cette maçonnerie de la résistance. Et 60 ans après, à Lyon, on sait ce qu'on lui doit, ce qu'on doit à toutes ces sœurs qui sont énormément engagées et comment on est à la hauteur de ça. Moi, je trouve qu'on en est très, très, très loin de l'énergie qu'elle déployait. Alors, je me permets de rajouter qu'en plus, les femmes, elles avaient à prouver qu'en tant que femmes, elles pouvaient exister. On était dans la problématique de l'émancipation des femmes. Et ça, c'était un moteur qui était extrêmement puissant parce qu'il fallait soutenir toutes les lois qui étaient en cours d'études, etc., pour que les femmes puissent se prendre en charge, s'émanciper, etc., etc. Donc il y avait aussi tout ça qui poussait toutes ces femmes qui s'engageaient au sein de la Grande Loge féminine de France. Je vous remercie. Le temps passe. Je voudrais laisser du temps pour les questions et je vais confier la parole à Gloria Guerra Villalobos, qui est conseillère de l'Ordre du Grand Orient de France et on dit chez nous passé vénérable de la respectable loge Eugène Varlin. Et Gloria, depuis son origine, la loge Eugène Varlin a été créée, je crois, en 1993. La loge présente des vœux au convent du Grand Orient de France pour l'ouvrir justement aux sœurs, pour initier des femmes et pour l'ouvrir à la mixité. Est-ce que c'est quelque chose qui est consubstantiel, cette idée de la mixité, de cette loge qui se crée à Lyon en 1993 ? Tout à fait. Cette loge, donc ma loge Eugène Varlin, s'est créée en 1993. Bon, l'idée de l'initiation des femmes à l'époque, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de parler mixité, c'est de parler d'anarchie. Parce que certains frères qui avaient fondé cette loge étaient anarchistes. Donc l'anarchisme est quelque chose qui revient régulièrement, la laïcité. Et puis c'est une loge qui, contrairement aux autres loges du paysage maçonnique lyonnais, notamment du Grand Orient de France, ne prend pas le nom d'une vertu maçonnique. Elle prend le nom d'un homme, Eugène Varlin, qui est une figure de la Commune de Paris,
Et cette loge se veut l'héritière des valeurs de la Commune de Paris. Donc voilà, elle est très différente, c'est insolite un petit peu, elle agace, elle irrite, voilà, pendant très longtemps, mais voilà, successivement, elle va dès les années 2000 présenter des vœux pour l'initiation des femmes. Alors, je voudrais faire un petit retour sur comment la mixité est arrivée au Grand Orient de France, sachant que, mesdames, messieurs, mes frères, mes sœurs, comme vous avez pu le constater, le ventail de l'offre maçonnique est riche. Il y a des obédiences qui travaillent où ce sont uniquement des sœurs qui travaillent. Il y a des obédiences masculines. Et au départ, toutes les obédiences n'étaient que masculines. Et comme l'a dit notre sœur Josiane, la première obédience mixte est le droit humain. Donc, le Grand Orient de France, le sujet est débattu dès 1866. Voilà, ça revient régulièrement, puis aussi comme question à l'étude des loges, pour savoir si on doit initier les femmes ou pas. Frédéric Desmond, qui est un frère d'une loge de Villefranche-sur-Saône, Fraternité Progressive, c'est lui qui a posé le vœu pour supprimer l'obligation d'invoquer le grand architecte de l'univers. Il y a des loges encore au Grand Orient qui travaillent au Grand Architecte de l'Univers, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis aussi de supprimer l'immortalité des l'âme. Donc ce même Frédéric Desmond propose en 1869 de l'initiation des femmes. Bien évidemment, ce n'est pas accepté. Et puis la question revient régulièrement, et puis après, y compris entre les deux guerres. Et ça s'arrête, après on n'en parle plus. Et dès les années 90 à peu près, le sujet revient. Une loge de Grenoble, Joachim Delgado, initie une femme contre l'avis du Conseil de l'Ordre. Cette loge est donc suspendue, puis après elle est dissoute. Les frères, certains démissionnent, d'autres vont dans d'autres loges. Et puis la loge Eugène Varlin, à partir des années 2000, chaque année pose un vœu. Alors un vœu, c'est une proposition qui est faite au convent, notre assemblée générale, qui est une fois par an. Et donc les vœux, mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres loges qui posent des vœux pour la mixité, et les vœux sont régulièrement rejetés. Alors, en 2008, 5 loges parisiennes initient des femmes. Donc le Conseil de l'Ordre les amène à justice maçonnique. Alors chez nous, dans les obédiences, on a ce qu'on appelle la justice maçonnique. Non, que je ne... Voilà, je pense que ce n'est pas justifié, parce qu'il n'y a qu'une justice, c'est la justice de la République. Moi, je préférerais qu'on appelle ça une instance de médiation, une instance de disciplinaire ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, le Conseil de l'Ordre, qui est un petit peu notre gouvernement, amène ces 5 loges en justice maçonnique pour dire que c'est contraire au règlement et que c'est contraire aux vœux qui ont été rejetés dans les convents successifs. Mais ces 5 loges posent également comment dirais-je, une plainte contre le Conseil de l'Ordre pour obstruction. En 2010, la justice maçonnique donne un avis définitif en disant que notre constitution et règlement général n'indiquent nulle part que pour initier quelqu'un, il faut un genre ou le sexe, que ce soit homme ou femme. Ce n'est indiqué nulle part. Donc, que les loges peuvent initier des femmes, celles qui le souhaitent, et celles qui le souhaitent peuvent rester masculines. Donc, actuellement, nous avons des loges qui sont exclusivement masculines et des loges qui sont mixtes, qui initient des femmes et des hommes. Voilà. Et puis, que vous dire d'autre ? Ah voilà, je voulais déconstruire un mythe. Déconstruire un mythe, enfin plutôt une légende urbaine maçonnique, qui est celle que la mixité est arrivée au Grand Orient de France parce qu'un frère qui s'appelait Olivier est devenu Olivia. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Moi, il y a une chose qui m'interpelle, toujours par rapport à notre thème Lyon Capitale 2. Tu as parlé du frère Desmond qui a présenté un vœu en 1877. C'était un frère de la Fraternité Progressive de Villefranche-sur-Saône. Et tu as parlé des vœux que la loge Eugène Varlin a présentés à partir des années 2000 pour la mixité. Est-ce que, dans les deux cas, une loge lyonnaise
ou de la région lyonnaise a participé à une évolution majeure du Grand Orient de France, de la pensée du Grand Orient de France. C'est-à-dire, dans un cas, on s'ouvre à la laïcité, on s'ouvre à la liberté absolue de conscience. Dans un deuxième cas, on s'ouvre à la mixité, on s'ouvre à la deuxième moitié de l'humanité. Oui, alors la loge Eugène Varlin, puisque un de ses premiers projets, c'était de défendre la laïcité et de dire que ce n'était pas quelque chose d'acquis, qu'il fallait la défendre. Elle propose un vœu au convent, je ne me rappelle plus lequel, pour que la défense de la laïcité soit inscrite à l'article 1 de notre Constitution, et ce vœu est passé. Donc on peut dire que voilà, notre loge Eugène Varlin a participé à ce que le Grand Orient se saisisse de cette question de la défense de la laïcité, et puis elle a travaillé activement pour l'arrivée des femmes au Grand Orient de France, avec la loge Joachim Delgado et d'autres loges ici dans la région, mais ce sont surtout les loges parisiennes qui ont œuvré pour que la mixité soit effective au Grand Orient de France. Bien évidemment, nous avons des loges mixtes depuis seulement 2010, donc actuellement il y a 20% le Grand Orient de France compte 55 000 membres, donc du total, il y a 20% de femmes. Et au Conseil de l'Ordre, qui est notre gouvernement, parmi les 37, nous sommes 3. Voilà. D'accord. Merci Gloria, merci à nos intervenants. Il est temps de passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, j'espère qu'à travers ces interventions, vous avez pu saisir à la fois la diversité de la maçonnerie, la diversité telle qu'elle existe à Lyon. Vous avez pu saisir la façon dont elle a évolué entre cette maçonnerie du XVIIIe siècle, plutôt aristocratique, plutôt grande bourgeoise, jusque vers une maçonnerie anarchiste qui plonge ses racines dans la pensée anarchiste, et que tout ça, c'est des sœurs et des frères qui travaillent avec des rites identiques, qui ont des symboles, des rites, des gestes, des décors identiques qui leur permettent finalement d'être tous frères et sœurs. Donc la parole vous est donnée. Si vous avez une question à poser à Pascal Bergeau, à Didier Bouyol, à Josiane Reynaud, à Jean-Emmanuel Calatbari, à Marie-France Antonat, à Marie-Thérèse Besson, ou à Gloria Guerra Villalobos, ou à moi-même, vous avez la parole. Madame. Alors, prenez le micro, madame. Ah, pardon. Prenez le micro. Quid sur Cagliostro et sur Abdelkader, dont vous avez pas vous parlé, mais dans l'intitulé de ce soir, il était mentionné ces noms. Donc, alors, Cagliostro, c'est peut-être dans le lien avec Jean-Baptiste Villermoz. Voilà un petit peu quelle était cette figure de Cagliostro. Alors je vais en dire 2 mots. Joseph Balsamo, comte de Cagliostro, personnage très curieux, qui a fait beaucoup parler de lui, en fait a développé un système maçonnique. Il disait avoir découvert dans la grande pyramide de Khéops des rituels, et en réalité il a développé une maçonnerie mixte, assez curieusement, qui était une maçonnerie de haut grade, c'est-à-dire qu'il fallait être maître maçon pour rentrer dans son système maçonnique égyptien. Donc c'est l'initiateur, en quelque sorte, Cagliostro, le comte de Cagliostro, de la maçonnerie égyptienne. Et chose très curieuse, c'est qu'il a réussi, en parcourant l'Europe dans tous les sens, à fonder une première loge à Lyon, qui s'appelle la Sagesse Triomphante. Et la Sagesse Triomphante, c'est une loge qui exerce toujours. Abdelkader, je ne suis pas spécialiste. D'accord. Alors,
Abdelkader alors moi non plus je ne suis pas spécialiste et je ferai appel aux frères et sœurs qui éventuellement pourront compléter mon propos. Abdelkader est donc le premier chef de la résistance algérienne dès l'invasion de 1830. Et donc, au bout de quelques années, il appartient, il va être fait prisonnier et emmené en France. Mais Abdelkader appartient à la confrérie soufie. Alors, qu'on pourrait éventuellement comparer à la franc-maçonnerie en islam, pardon, mais ça se discute. Mais disons que c'est quelque chose qui est de l'ordre, qui a des similarités, cette confrérie soufie. Et donc, quand il est emmené en France prisonnier, eh bien, il va être initié à la franc-maçonnerie et va devenir le premier franc-maçon musulman, en tout cas, et il va par la suite, dans son parcours, pratiquer la maçonnerie jusqu'à son décès. Je n'ai pas le détail précisément, mais c'est pour vous signifier que à ce moment-là, c'est une figure de proue qui, de par sa philosophie qui l'a amené en résistance, eh bien, va rencontrer la maçonnerie du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle en France. Y a-t-il une autre intervention? Oui. Alors, le micro est là-bas. Merci, bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait un lien entre la franc-maçonnerie et la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, alors je sais qu'on n'aime pas trop on n'aime pas trop employer ce mot, mais est-ce que les réseaux francs-maçons ont permis un meilleur réseau de résistance? Voilà. Alors, je vais me permettre de répondre, parce que c'est un petit peu ce que je vous ai exposé tout à l'heure. Et je vais me permettre de sortir cet ouvrage qui a été signé par le documentaliste du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, qui s'appelle « Francs-maçons résistants, Lyon, 1940-1944 ». C'est une série de portraits de résistants qui étaient francs-maçons avant 1940 et qui le sont restés ou pas, mais qui étaient résistants en 1940. À Lyon, il y a eu deux axes principaux de la résistance franc-maçonne. Le comité d'action maçonnique, qui s'est créé à l'initiative du Conseil de l'Ordre, ou en tout cas notamment de Félix Le Bossé, mais qui était plutôt une instance de réflexion. Voilà, que nous, francs-maçons, que faire ? Et compte tenu de ce qui se passe et de là où nos frères sont engagés, comment les soutenir. Et puis, il y a eu ceux qui se sont engagés dans les mouvements de résistance. Alors, il faut distinguer mouvement de résistance et réseau de résistance. Mais dans les mouvements de résistance qui, à Lyon, ont d'abord été des opposants parce qu'ils étaient persécutés. La persécution des francs-maçons, c'est d'abord l'interdiction professionnelle, ensuite la désignation à la vindicte par la publication de noms dans le journal officiel, et puis après, ça a été la déportation ou l'assassinat, pur et simple. Je pense à Antonin Jutard, je pense au docteur Jean Long. Les francs-maçons qui se sont engagés
se sont engagés soit dans combat, soit dans franc-tireur, et plus spécifiquement dans le mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, le Coq Enchaîné, qui a été créé par des francs-maçons, des radicaux. Alors souvent, à la fin de la Troisième République, les radicaux étaient francs-maçons ou les francs-maçons étaient radicaux, mais aussi des socialistes, parce qu'à la fin de la Troisième République, les socialistes sont entrés dans les loges aussi. Et donc il y avait un lien, et tous étaient hériotistes, c'est-à-dire qu'ils étaient des fidèles du maire de Lyon, Édouard Herriot. Donc à Lyon, il y a une maçonnerie, une résistance spécifiquement maçonnique, c'est celle qui se développe avec le Coq Enchaîné. Les autres mouvements aussi ont vu dans leur rang des francs-maçons, mais ils étaient d'abord résistants, ensuite francs-maçons. Au Coq Enchaîné, c'était peut-être un petit peu l'inverse, parce que justement, ils se sont engagés dans la résistance pour défendre la laïcité, une conception de la laïcité, celle justement qu'avait définie Félix Le Bosset. S'il y a d'autres... Bien sûr. Je voulais juste rajouter une chose pour ceux qui nous connaissent peu ou mal, c'est que vous avez vu, nous sommes nombreux, nous sommes divers, variés, mais en fait, nous avons beaucoup de liens entre nous, nous nous connaissons bien, nous nous fréquentons, nous nous recevons d'une manière ou d'une autre, hein. Et voilà, et je crois que ça c'est quelque chose qui est très important au niveau de la maçonnerie lyonnaise en tout cas, hein. C'est qu'il y a de bonnes relations entre les obédiences. Nous n'hésitons pas à faire appel les uns aux autres en fonction de nos spécificités, de nos compétences, etc. Et nous organisons ensemble aussi des événements tels que le Salon du Livre, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, je crois que c'était important aussi peut-être de donner cette image-là parce qu'elle est vraiment réelle à Lyon. Une question, y a-t-il une intervention, une observation? Oui. Peut-être, disons, un peu naïf. Au niveau politique, vu l'éventail en France des partis, vous arrivez à être ensemble avec toutes vos différences ou bien... Près de votre bouche, comme ça, madame. Tenez-le comme ça, sur le menton. Oui, c'est bon là? Oui, je posais une question toute simple, c'est que vous êtes dans l'harmonie, normalement, avec la laïcité comme principe, mais vu la diversité et l'éventail politique, par exemple, actuellement en France, est-ce que vous avez une option de dire chacun sa différence, on n'en parle pas, ou bien si vous avez quand même une prise de position qui fait que vous excluriez certaines personnes ou non? Comment ça se passe? Alors Jean-Emmanuel puis Gloria, tu as levé la main. Alors, concernant lorsque des personnes demandent à entrer dans nos loges, ils peuvent être croyants, pas croyants, agnostiques, appartenir à quelques partis politiques que ce soit. Et là, je parle pour le Grand Orient en France, sauf les personnes qui ont des idées xénophobes, qui ont les idées de rejet de l'autre. Voilà. Les partis d'extrême droite, on va dire. Hein. Voilà, mais dans nos loges, des personnes d'horizons divers travaillent dans l'harmonie parce que on peut avoir des avis différents, mais nous travaillons dans la controverse, mais dans la controverse fraternelle. Alors, je ne dis pas que parfois, mais pas à cause des idées politiques différentes, mais sur d'autres causes, il peut y avoir des conflits qu'on essaie de régler au mieux parce que c'est l'harmonie et la fraternité qui doit être préservée. Pour vous répondre, madame, à la Grande Loge nationale française, nous avons fait un choix simple. Interdiction formelle de toute controverse sociale, sociétale, politique ou religieuse. Ce n'est pas le sujet. L'année de mon vénéralat, l'an passé, j'ai initié quelques frères. Je ne veux pas savoir ce qu'ils font 2 dimanches dans l'année lorsqu'il y a un scrutin présidentiel. Ils ont peut-être mis un bulletin qui ne vous convient pas à vous, à moi. Peut-être qu'ils ont voté Marine Le Pen, peut-être qu'ils ne sont même pas levés pour voter, peut-être qu'ils ont voté Jean-Luc Mélenchon. Je m'en fiche.
Ce n'est pas le sujet. Je veux que cette personne-là, lorsqu'elle arrive travailler dans notre atelier, se dise « Aujourd'hui, qu'ai-je fait pour être un meilleur maçon ?» Et qu'importe son bulletin de vote. Oui, c'est une évidence que nous ne souhaitons pas fréquenter des personnes racistes, xénophobes, homophobes, antisémites. Mais je n'ai pas à lui faire un interrogatoire. Si je veux parler politique, je prends ma carte à un parti politique, quel qu'il soit. Le spectre est assez large. Mais à la GLNF, nous avons fait le choix de ne pas en parler. Voilà. Je rejoins un peu... Ah pardon, désolé. Oui, je voudrais juste dire deux mots pour dire que normalement, en maçonnerie, on ne parle pas de politique. On ne prend pas la parole pour parler de politique ni de religion. Ça ne veut pas dire qu'on est en dehors de tout. On en parle autrement. On n'en parle pas de façon personnelle, mais on en parle peut-être plus philosophiquement, ou en tout cas, on aborde les sujets d'une façon plus large, mais on ne demande pas aux gens, on ne parle pas de nos opinions personnelles. Parce que justement, on est tous frères et sœurs et qu'on essaie de travailler à faire progresser notre réflexion et notre écoute de l'autre. Voilà, donc on est... Pour répondre à madame et à tout le monde, ça va même un tout petit chouïa plus loin. Nous prêtons serment lorsque nous sommes maçons et nous prêtons serment sur ce sujet-là. Je pensais bien que la question allait arriver. Je vais vous dire, le jour d'une initiation en Grande Loge de France, la France maçonnerie est ouverte et ainsi de suite. Elle interdit dans les ateliers toute discussion politique et religieuse. Elle accueille tout profane, quelles que soient ses opinions en politique et en religion, dont elle n'a pas à se préoccuper, pourvu qu'il soit libre et de bonne mœurs. La franc-maçonnière pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un serment pour nous, madame. Bon, ben, je ne peux que voilà, aller dans le même sens, c'est la même chose pour nous. Et je rajouterais, quand on est en maçonnerie, on est porteur de valeurs, entre autres liberté, égalité, fraternité, laïcité. Voilà, ce sont les valeurs que l'on défend. Donc il est bien évident qu'on ne va pas éventuellement faire entrer dans nos loges des personnes, hommes ou femmes, qui ne seraient pas portés eux aussi par ces valeurs-là. Alors, pour... un petit peu compléter cette question. L'une des distinctions entre nos obédiences, c'est celles qui ont des travaux plus sociétaux, qui vont s'intéresser aux questions de société, qui peuvent être des questions politiques, mais c'est des questions sociétales d'abord, et puis d'autres obédiences qui sont plus d'ordre symbolique, voire spirituel. Et cette différence nous enrichit, mais sur le plan politique, chaque membre des loges, chaque frère, chaque sœur a sa totale liberté de faire ce qu'il... de penser, ou même de s'investir dans la cité, pour un parti politique ou pour un autre. Mais il est bien évident, comme vient de le dire Marie-Thérèse, que liberté, égalité, fraternité, c'est notre mantra à tous. Madame, vous vouliez poser une question. Merci. Alors justement, que faut-il faire pour entrer dans une loge ? Parce que je vous écoute, tout semble très simple, mais je ne crois pas que ce soit si simple. Alors, est-ce que moi, demain, si je décide d'entrer en maçonnerie, je peux comme ça ou... Non, je pense que non. Alors vous déjà... J'allais dire que déjà, il faut faire le choix. Vous êtes une femme, donc vous allez faire le choix soit de rentrer dans une obédience féminine, soit de rentrer dans une obédience mixte. C'est votre choix. On ne va pas vous dire il faut aller là, il faut aller là. C'est vous qui faites en fonction de ce que vous souhaitez faire. Après, il faut vous mettre... Si vous ne connaissez pas de maçons qui peuvent vous aider, je précise, alors je pense que c'est vrai dans toutes les obédiences, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Par exemple, à la Grande Loge féminine de France, contrairement à ce qu'on raconte, et je crois que c'est vrai dans d'autres obédiences, on ne demande pas à être parrainé. C'est pas vrai. Hein. On peut très bien aller sur le site internet, toutes les obédiences ont un site internet, et on peut très bien aller sur le site internet, envoyer un courrier en disant voilà, j'habite à tel endroit, je souhaite rentrer en franc-maçonnerie, et à ce moment-là, les sites en général, ils vont plutôt sur Paris, sur les obédiences. À ce moment-là, on répercute, celui-ci, il a vraiment des problèmes. On répercute les demandes au niveau des loges sur le plan local. D'accord ?
Et puis à partir de là, eh bien, on vous met en lien avec le président ou la présidente d'une loge en fonction de votre choix, que vous allez rencontrer, avec qui vous allez échanger au sujet de votre demande. Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer? On va vous demander pourquoi, ce que vous cherchez, pour voir est-ce que votre demande est bien adaptée à ce que la franc-maçonnerie peut aussi vous offrir quelque part. Il faut que les deux soient en phase, hein. Et puis à partir de ça, pour faire bref, il y aura plusieurs entretiens avec des frères ou des sœurs en fonction de l'endroit où vous demanderez à rentrer. Et puis dans la loge interviennent des votes. On est très démocratique en franc-maçonnerie, on vote beaucoup, hein, à la suite des demandes. Et si les différents votes qui interviennent sont positifs, et bien à ce moment-là, vous rentrez en maçonnerie. Voilà, donc il faut simplement être au clair avec la demande que vous voulez faire et où vous voulez la faire. Je crois que c'est ça. Je voulais juste rajouter, c'est pas difficile du tout. Hein, vous allez sur un site, le site d'une obédience, vous regardez un peu tous les sites, comme ça vous pouvez vous décider si vous avez encore des doutes en fonction de ce soir. Et puis après, vous écrivez et après vous êtes pris en charge. La seule chose, c'est pas très difficile, mais c'est quand même pas si rapide. Hein, parce qu'après, il faut passer par tout un processus, mais il n'y a aucun problème. Voilà, ça n'est pas. Alors, ce n'est pas si facile. Ça me semble bizarre ce que vous dites, parce que vous faites une lettre et il n'y a pas de raison, quoi. Alors, je ne sais pas quelle expérience vous avez, peut-être, mais à mon avis, il n'y a pas de blocage au départ, quoi. Voilà, il n'y a pas de blocage. C'est après, il faut intégrer complètement. Une dernière précision par rapport à cette question. La procédure est simple, mais entrer en maçonnerie, c'est le début d'une démarche initiatique. Ça demande du temps, ça demande que la loge qui va vous accueillir vous connaisse déjà et qu'elle accepte de vous accueillir. Et on dit souvent, il est difficile de rentrer en maçonnerie. Alors, pas aussi, c'est pas difficile, c'est un chemin et il est facile d'en sortir. C'est-à-dire que si ça ne vous convient pas, vous démissionnez, c'est terminé. Et c'est ce qui distingue la franc-maçonnerie d'organisations plus totalitaires où il est facile de rentrer mais impossible d'en sortir. Bonsoir. Chaque loge est une association loi 1901. Bonsoir. J'ai une question qui est la suivante. En fait, il y a plusieurs obédiences. J'aimerais savoir quelle est la différence au niveau des sujets qui sont traités par les obédiences. Josiane. Oui. Je dirais bien deux mots. Tout à l'heure, on a dit il y a des obédiences qui traitent des sujets plus sociaux, des obédiences qui traitent des sujets plus symboliques, initiatiques. Enfin, il y a des obédiences qui traitent les deux. Hein, et je crois qu'on est nombreux quand même comme obédience. Non, peut-être pas certaines obédiences qui sont peut-être qui traitent moins de sujets sociétaux, mais on est quelques obédiences quand même à traiter les deux types de sujets. Hein, voilà, les philosophiques, etc. Et voilà. Et parfois, un sujet nous aide à aborder les autres. Là, je vais répondre sur la même question pour le Grand Orient de France. Alors, au Grand Orient de France, nous sommes une obédience qui a plusieurs rites déjà, et donc les loges diffèrent vraiment l'une de l'autre. Il y a des loges qui travaillent plutôt sur sur les sujets sociétaux et peu de symbolisme, mais il y a des loges qui travaillent uniquement le symbolisme. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des rites Memphis-Misraïm. Sur Lyon, nous avons 2-3 loges qui travaillent à ce rite-là, et elles ne travaillent que sur l'aspect spirituel et ésotérique, et pas du tout sur l'aspect sujet de société, alors que d'autres loges, comme la mienne par exemple, qui abordent énormément de sujets de société et assez peu le symbolisme. Donc, au Grand Orient de France, on a le choix. Oui, je pense que la question, c'est pas vraiment de savoir quels sont les sujets qu'on va évoquer lors d'une tenue. C'est plutôt pourquoi on rentre en maçonnerie. Quel est l'intérêt? Quel est le but que l'on cherche en rentrant en maçonnerie? Quelles que soient les obédiences, je pense, personne ne me contredira, si on rentre
en maçonnerie, c'est pour progresser. Alors progresser dans quel domaine? Ça peut être soit vouloir travailler sur soi, essayer de s'améliorer, parce que, après tout, on peut avoir cette ambition. C'est parfois l'ambition de certaines églises, certains clergés, mais avec d'autres visées. En maçonnerie, ce que l'on prône, c'est la liberté absolue de conscience. On évite les sujets qui fâchent, on l'a dit tout à l'heure, la politique, la religion. Si on veut, c'est progresser, mieux comprendre les autres, s'entendre mieux. Ça veut dire que si on travaille sur soi-même, on travaille également pour la société. Dans n'importe quelle obédience, si on dit que l'on travaille sur soi à son propre progrès, c'est de toute façon pour aller enrichir la société, pour travailler avec les autres, pour mieux se comprendre, pour casser les oppositions, pour bâtir des ponts et pas des murs. Oui, justement. Je complète très rapidement ce que vient de dire notre frère, et c'est très juste. Pourquoi rentre-t-on en franc-maçonnerie en Grande Loge de France? Mais sur le rite écossais ancien et accepté, donc ça peut être commun. Nous avons une grande phase à la fin de nos travaux. Continuons au dehors l'œuvre commencée dans le temple, c'est-à-dire la réflexion que nous avons entamée ici. Comment est-ce que nous allons la transposer dans notre quotidien? C'est la question. Mais justement sur le mode de fonctionnement. Vous réunissez, vos réunions sont périodiques, toutes les semaines. Comment déterminer les ordres du jour des réunions? Encore plus près. Voilà, en fait, ma question, je l'ai résumée. En fait, voilà, vos thèmes de réunion, les sujets traités, j'ai bien compris, mais les thèmes de vos réunions, les ordres du jour, qui les détermine? Voilà. Alors écoutez, chaque loge est une association loi 1901, comme on le disait tout à l'heure. Donc il y a un président ou une présidente. En règle générale, je crois qu'on fonctionne tous à peu près en se réunissant 2 fois par mois, à jour fixe. Peut-être une fois, une ou 2 fois en fonction. À jour fixe, ce qui veut dire qu'on peut mettre son agenda pour toute l'année, sauf sur juillet-août en règle générale. Et puis après, chaque président de loge établit son calendrier avec les membres de la loge, demande qui veut travailler sur tel sujet. Quelqu'un va pouvoir dire « moi j'aimerais réfléchir à ça, moi à ça », etc. Je veux dire, c'est un consensus aussi. C'est difficile de répondre à votre question comme ça. Il n'y a pas de réponse. C'est comme si vous demandiez dans une entreprise comment on fait pour faire ceci ou pour faire cela. Je crois que vraiment tous les sujets peuvent être abordés. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des sujets symboliques, il y a des sujets philosophiques, il y a des sujets sociétaux. Les loges sont plus ou moins axées sur telle ou telle thématique, mais ça c'est une question de loge. Et quand on demande par exemple à rentrer en maçonnerie, on ne connaît pas les loges. Vous avez beaucoup entendu parler de rites. Bon, les rites, quand on n'est pas en maçonnerie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est le travail de celui ou de celle qui va vous recevoir suite à une demande d'entrée en maçonnerie. À ce moment-là, pour voir quel serait peut-être, à travers ce que vous dites, ce que vous cherchez, quels sont vos centres d'intérêt, quel serait peut-être le rite qui vous conviendrait le mieux, et quelle serait peut-être la loge qui serait la plus adaptée à votre recherche. Et ça, c'est le travail du président de la loge qui vous reçoit. Ça va peut-être pas être dans sa loge à lui, et peut-être qu'il va dire moi je pense que c'est dans cette loge-là que vous seriez le mieux, compte tenu de ce que vous me dites. Et c'est ça. Et il y a même, moi il m'est arrivé de recevoir des profanes. Alors on dit les profanes, c'est pas péjoratif, ça veut juste dire ceux qui sont pas francs-maçons. Il m'est arrivé de dire à une femme ou deux, de leur dire écoutez, je pense que vous devriez aller dans une obédience mixte, compte tenu de ce que vous me dites, vous n'allez pas être satisfaite de ce que vous allez trouver, donc c'est pas la peine. Et je crois qu'on est tous honnêtes pour pouvoir dire à quelqu'un, non, là, c'est pas le bon endroit pour vous. Vous avez envie d'être maçon, vous allez trouver ce qu'il vous faut parce qu'il y a une grande diversité, mais voilà où vous allez aller et on vous indique où aller. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement clair et qui a besoin d'être clair à l'origine pour ne pas se tromper de voie. Ce serait dommage. Moi, je voudrais dire, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un syndicat, nous ne sommes pas non plus un lieu de réflexion intellectuelle. Nous ne sommes pas l'université non plus. On ne vient pas là uniquement pour avoir des connaissances.
On peut les trouver ailleurs, les connaissances. Hein. On vient là pour travailler, comme on a dit, pour trouver du sens. Pour trouver du sens à notre vie, pour trouver du sens à ce que l'on fait, pour trouver du sens à ce qui se passe dans le monde. Et on travaille sur nous-mêmes pour essayer de progresser, bien sûr, hein, de se perfectionner, de progresser en tant qu'être humain. Et on travaille avec les autres aussi, surtout. Et les autres nous renvoient un miroir qui parfois nous remet un petit peu à notre place. Et on travaille, oui, le groupe est très important. Hein. Et puis, nous travaillons effectivement pour essayer d'avoir une action positive, plus juste, meilleure, enfin, voilà, sans être sur le monde. On dit pompeusement au progrès de l'humanité, oui, mais bon, il faut rester simple. Hein. Nous essayons d'avoir... ça influe sur notre métier, sur notre vie personnelle, ça influe surtout d'être franc-maçon. Hein, parce que justement, on est toujours en train d'écouter l'autre. Je crois qu'on va vers une tolérance et vers une écoute qui est très importante. Et on est toujours en train d'essayer de trouver comment trouver... Alors moi, je vais parler de... mon atelier s'appelle Évolution et Concorde, c'est un peu démodé. Mais comment essayer de trouver la concorde, quoi, hein? Comment essayer de trouver un moyen de parler à l'autre sans se braquer et en essayant d'évoluer ensemble. Voilà. Donc, trouver du sens. Il me semble que c'est ça. Et voilà, je crois qu'on rentre si on a un peu cette envie-là. Bon, vous n'êtes pas censé peut-être la formuler comme ça, mais si vous nous écrivez, nous serons là pour vous guider et pour essayer de voir comment vous pouvez, on peut vous servir à quelque chose, on peut vous apporter et comment vous pouvez nous apporter également. Voilà. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. J'espère... Pour celles et ceux de vos amis qui n'ont pas pu rentrer, sachez que au mois de décembre, ici même, il y aura une conférence du professeur Pierre-Yves Bourpère qui traitera de Lyon, capitale de la franc-maçonnerie. Ça sera organisé par une association, une société savante lyonnaise. Et il me reste à vous remercier et à féliciter et remercier nos intervenants. D'accord. Et la conférence de ce soir a été enregistrée.